L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de pouvoir me lever puis parler de ce projet de loi-là, mais aussi un peu de l'expérience que j'ai par rapport à pas de l'expérience, mais des discussions que j'ai pu avoir au sujet du financement politique, notamment à ce qui s'est passé au Québec. J'aimerais prendre le temps d'expliquer la situation particulière dans laquelle je vis dans ma circonscription parce que je pense que c'est particulièrement important pour comprendre. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai été élue comme députée, d'avoir un député provincial que je trouve qui a une belle manière de faire la politique, qui est centrée sur les gens. Et je crois que peu importe les partis qu'on représente, on doit reconnaître le travail des personnes quand le travail est remarquable. Et j'ai la chance d'avoir comme député provincial, dans les faits, depuis ma naissance, M. François Gendron, qui a annoncé dernièrement qu'il allait prendre sa retraite après plus de 40 ans comme député à l'Assemblée nationale. Je pense que ça mérite toutes des félicitations. Et cet homme-là est une encyclopédie vivante de ce qui s'est passé en politique sur la scène provinciale depuis les 40 dernières années. Il a été élu en 1976 sous le premier gouvernement de René Lévesque, en même temps que René Lévesque. Et depuis ce temps-là, ben, il revient année après année. Et donc, ce qui est particulier, c'est que ça permet d'avoir des discussions et ça permet de comprendre tout ce qui s'est passé, de où est-ce qu'on est parti et où est-ce qu'on en est rendu maintenant. Et vous le savez, le Québec a traversé une crise en matière de financement politique. On a eu la commission Charbonneau où est-ce qu'on a pu révéler toute l'importance de la collusion des systèmes organisés de dons. Et ça l'a amené une réflexion au Québec à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et on a décidé de limiter les dons à 100 $ pour un individu avec aucun crédit d'impôt et d'y aller avec des dons par vote. Donc, dans le fond, pas des dons, mais des contributions. Donc, élection, après chaque élection générale au Québec, il y a une formule et chaque parti reçoit une contribution en fonction du nombre de votes qui a été obtenu. Donc, ça fait en sorte que les petits partis obtiennent quand même des contributions. Ça leur permet de fonctionner à la hauteur du soutien populaire qu'ils ont. Donc, des petits partis qui sont particulièrement axés sur la défense des plus vulnérables réussissent quand même à faire leur travail. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, quand on essaye de défendre les personnes les plus vulnérables, chose qui est extrêmement importante pour moi, bien, ces personnes-là, ils sont très rares, ceux qui ont la capacité financière de nous faire des dons pour dire « J'apprécie ton travail et j'aimerais ça que tu sois réélu parce que je sais que tu te consacres vraiment à nous, donc je vais te faire un don. » Ces personnes-là n'ont pas la capacité financière, puis jamais je vais leur demander parce que je sais justement qu'ils n'ont pas la capacité financière. Mais maintenant, bien, au moins, quand il y a une contribution financière qui est versée par vote, bien, ils se disent, au moins, quand je vais voter puis que je vote pour une personne qui, je crois, se consacre à nous, bien, j'apporte un peu ma petite contribution à ce que son travail se continue. Mais maintenant, avec la façon qu'on a de faire au fédéral, où est-ce qu'on a complètement éliminé cette contribution par vote-là, bien, les gens voient plus cette contribution-là qu'ils peuvent faire à aider concrètement des personnes. Et je pense que ça a été vraiment une perte. Et lorsqu'on dit que ça ne devrait pas être aux contribuables de payer pour les partis politiques, mais c'est pas vrai, on le fait présentement. Lorsque le premier ministre reçoit 1 500 $ de dons, bien, il y a 650 $ que ce millionnaire-là va recevoir en crédit d'impôt. Donc, moi, je prends, en tant que contribuable, de l'argent de mes poches pour financer le Parti libéral à cause du crédit d'impôt qui est en place. Donc, c'est pas vrai que l'ensemble des contribuables dans notre système actuel ne paient pas les partis politiques. On le fait, mais maintenant, le problème, c'est que c'est les personnes les plus riches qui décident de où est-ce que l'argent de l'entièreté des contribuables va. Parce que si tu as un revenu très peu élevé, c'est un crédit d'impôt non remboursable. Autrement dit, tu ne reçois pas une scène. Si, par exemple, je vais prendre un exemple, je ne suis pas gênée de le dire, mon mari n'a pas un revenu très élevé, on a choisi de s'organiser différemment, il reste à la maison.
bien, la contribution qu'il fait à l'association de ma circonscription pour m'aider à continuer mon travail, bien, il ne reçoit rien. Il le paye entièrement de sa poche. Il reçoit zéro, rien sur son rapport d'impôt parce qu'il n'a pas un revenu assez élevé et il y a d'autres crédits d'impôt non remboursables qui lui permettent de tout aller rechercher. Donc, ça lui sert absolument à rien. Ça lui donne pas plus d'argent. Donc, dans le fond, les personnes les plus pauvres, quand ils font des dons politiques, ils reçoivent zéro, ils reçoivent pas de crédit d'impôt, il n'y a pas de retour d'argent. C'est uniquement les personnes les plus riches qui sont capables de recevoir le retour d'impôt. Et ça fait en sorte que finalement, bien, c'est l'entièreté des personnes les plus riches qui font des dons politiques qui décident de comment les partis politiques sont financés. C'est pas l'ensemble des contribuables qui le décident. Donc, au moins, quand on met un don par vote, une contribution par vote, ben c'est l'ensemble des contribuables, parce que c'est l'ensemble des contribuables qui théoriquement votent, qui décident où est-ce que l'argent est réparti. Puis il est réparti selon les convictions politiques des gens. Donc, je pense que le projet de loi de mon collègue mérite d'être étudié en comité. C'est sûr qu'il y a des considérations financières. C'est sûr qu'il va falloir se pencher sur la formule de calcul, à savoir quel est le meilleur moyen. Peut-être qu'il y a des corrections à faire au niveau du montant qui est attribué par vote, au niveau du montant du don maximal. Mais je suis sûre et certaine que mon collègue est prêt en comité à entendre différents scénarios, différents calculs. Et si en comité, on détermine que c'est mieux d'y aller avec un don maximum de 100 $, sans contribution, sans retour d'impôt et une contribution plus élevée par vote, il va être ouvert. Il y a différents scénarios de calcul qu'on peut faire, mais pour pouvoir faire ces différents calculs-là, amener un expert qui va pouvoir nous amener plusieurs scénarios qui tournent autour quand même du même principe, mais différents scénarios financiers, bien, il faut que ça aille en comité. Mais pour ça, il faut qu'on le supporte. On est présentement à la deuxième lecture. Donc, la deuxième lecture, ça signifie, est-ce que j'appuie le principe d'avoir un financement politique qui est plus juste? Et je pense que chaque personne ici doit être capable de se lever et dire « J'appuie le principe que c'est une question importante et qu'on devrait étudier toutes les options. » Maintenant, si en comité, on se fait présenter différentes options financières et on se rend compte que ça n'a pas d'allure, bien, on fera ce qu'il y a à faire et on ne poursuivra pas l'étude du projet de loi. Mais tant que ça ne va pas en comité, on ne pourra pas avoir ces experts-là qui vont pouvoir nous témoigner, nous préparer différents scénarios possibles au niveau des montants. Donc, je pense que c'est important que ce projet de loi-là aille plus loin pour que, justement, on puisse avoir une idée de qu'est-ce qu'il y en est. Et ça a un impact considérable sur le travail des députés. J'ai parlé à des députés qui ont vécu le système avant et après au Québec et ils disent « ça fait tellement du bien. On n'est plus tout le temps en train de courir pour des activités de financement. On peut vraiment faire de la politique, on peut vraiment faire notre travail de député parce que il reste que quand les députés courent d'un bord puis de l'autre pour faire du financement, ben ils font pas du travail qui est non partisan. Ils sont plus en contact avec les personnes qui sont associées, tandis que lorsque on peut passer plus de temps à faire de la politique, bien, on est disponible pour l'entièreté des gens et non pas juste pour les personnes qui sont davantage affiliées à notre parti politique. Et je pense que c'est important. Moi, en tant que députée, j'ai été élue pour l'Abitibi-Témiscamingue pour aider tous les gens. J'aide les gens qui soient indépendantistes, qui soient fédéralistes, parce que pour moi, avant tout, la personne qui rentre dans mon bureau est une personne qui mérite d'avoir des services, qui mérite que je sois là pour elle, peu importe qu'elle ait voté pour moi ou pas. L'important, c'est de consacrer à cette personne-là. Mais si maintenant, je suis obligée de courir d'un bord puis de l'autre à faire du financement, bien, même si j'essaie de limiter les impacts que ça peut avoir sur mon travail de député, j'aimerais vraiment mieux être capable de faire un travail de député neutre que de courir d'un bord puis de l'autre pour faire du financement. Et je pense que ça serait beaucoup plus efficace si on se posait vraiment la question et qu'on étudiait le projet de loi en comité pour vraiment se demander si c'est pas une solution qui est plus juste et qui va permettre d'éviter les dérapes comme on a vu au souper ou est-ce que des soupers privés du premier ministre ou est-ce qu'on a des
des millionnaires qui, comme par hasard, sont prêts à payer 1 500 $ pour rencontrer le premier ministre, alors que j'ai des forts doutes qu'ils l'auraient payé pour rencontrer n'importe quel député d'arrière-ban du Parti libéral. On le sait toutes, ces personnes-là n'auraient jamais payé 1 500 $ pour rencontrer le député dans le fond de la salle, dont probablement on ignore le nom. Merci. Reprise.